Écoutez, bonjour. Visiblement, là, les séances de ce matin ont dû être particulièrement riches et ça a donné fin à pas mal de monde. Ceci dit, je suis très, très content aujourd'hui de pouvoir introduire cette session qui est une première dans ce genre de salon. L'idée, c'est effectivement de vous expliquer aussi pourquoi. Donc, en tant que président de FEDISA, on tenait à organiser ce genre de session. Parce qu'au-delà de poser des problèmes d'organisation, des problèmes techniques, et par voie de conséquence des aspects sécuritaires, et maintenant on passe à une notion de gestion des risques, l'idée au niveau de FEDISA, c'est d'apporter véritablement des solutions derrière. Face à un risque identifié, c'est ce que j'évoquais tout au début de cette matinée, il faut absolument aujourd'hui faire la liste des risques que l'on court dans une entreprise, dans une organisation quelle qu'elle soit, qu'on parle de démat ou qu'on parle d'autre chose, il est absolument indispensable d'avoir cette vision et cette cartographie des risques à l'intérieur de son organisation. Et derrière, on a plusieurs façons de gérer ces risques. La première consiste à essayer de les diminuer, c'est assez naturel, donc on va investir en organisation, on va investir en matériel. On est typiquement dans la gestion de la sécurité telle qu'on l'entendait il y a encore pas très longtemps. Une deuxième façon de faire, c'est de dire ce risque-là, je le prends, je cours le risque. Et donc c'est une notion assez récente, mais qu'il faut également avoir à l'esprit, qui est le risque résiduel. Et puis une troisième façon de procéder, je dirais, c'est de transférer ce risque. Et là, on est typiquement dans le rôle de l'assurance. Donc bien évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qui existent depuis pas mal d'années. Sachant qu'il fallait quand même laisser un peu de temps au temps pour qu'il y ait une sensibilisation suffisamment forte au niveau des organisations pour qu'elles prennent conscience de tout ça et qu'elles soient à la recherche, je dirais, de cette capacité en termes d'assurance, ce qui était loin d'être évident, puisqu'il y a encore pas très longtemps, une assurance traditionnelle, elle assure du matériel, et là on est typiquement dans le monde de l'immatériel. Et aujourd'hui, tout de suite, je viens d'en parler juste avant de commencer, plutôt que de parler d'archivage, on parle de patrimoine informationnel, on parle de capital immatériel, donc c'est tous des termes qui sont relativement nouveaux. Donc encore une fois, je suis assez content, même très content d'avoir cette manifestation aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus largement à l'occasion de notre prochain congrès, en 17 et 18 juin prochain, auquel je vous invite parce qu'effectivement, il y aura beaucoup plus de temps qui sera consacré à cette notion de financement des risques avec des solutions appropriées. Et puis donc je vais passer la parole dans un premier temps à Jean-Laurent Santoni qui fera une cartographie justement des types de risques que l'on peut rencontrer. Et puis juste derrière, un assureur qui a le mérite d'avoir déjà réfléchi à tout ça depuis pas mal d'années et qui est capable aujourd'hui de proposer entre autres une solution sur tout ce qui s'appelle cyber-risque. Voilà, donc pour moi ma partie est pratiquement terminée, mais je passe la parole donc à Jean-Laurent. Bien, bonjour à tous. Écoutez, moi je vais traiter, si tu veux bien avancer d'un cran, appuyer sur le... Voilà. Je vais traiter du problème de l'assurabilité des atteintes aux données dématérialisées. La question aujourd'hui, et Jean-Marc l'a évoqué, je suis dans le monde de l'assurance depuis 35 ans. J'ai commencé à m'occuper des risques informatiques dans les années 80 et on parlait à l'époque d'informatique. Ensuite, dans les années 90, on a posé la problématique des échanges financiers, c'était les problématiques de fraude, de détournement, de malveillance et on pensait plutôt aux fraudes dans les banques. Début 2000, c'était le commerce Internet et donc c'était la sécurisation des échanges. Et aujourd'hui, 2010, avec une très forte accélération, on parle de la protection des données. Donc on est passé finalement du risque informatique au risque information. Et toute la réflexion qu'il faut avoir, c'est que de la même manière que l'assurance a accompagné la révolution industrielle, eh bien l'assurance doit aujourd'hui accompagner la révolution numérique. Alors ça veut dire quoi l'accompagner? Si on parle de financement du risque, comme l'a bien dit Jean-Marc, c'est un risque accepté, un risque résiduel, et on a bien évidemment ici beaucoup de solutions techniques qui permettent de diminuer ce risque. Mais le risque existe toujours et à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, il va se réaliser, il peut se réaliser. Et aujourd'hui, dans le cadre de la gouvernance du risque, ce qui
je ne parle pas de la gouvernance de la sécurité, qui est une dimension technique, mais qui est dans la gouvernance du risque, c'est-à-dire la capacité à générer de la confiance vis-à-vis de ses clients, ou de générer de la confiance vis-à-vis des systèmes que l'on utilise. Le financement du risque, c'est un mode opératoire qui permet soit, je dirais, d'aller chercher de la capacité financière au-delà de ses propres capacités, puisque quand un risque se réalise, il a une conséquence financière, soit de permettre justement de générer de la confiance. Alors, le problème est assez simple, c'est que l'histoire de l'assurance est une histoire profondément matérialiste, et que les enjeux aujourd'hui ne sont pas des enjeux de matériel, mais des enjeux d'immatérialité. Et dans le slide que je vous présente, et ce sera le slide que je vous infligerai, vous voyez que l'assurabilité des atteintes, elle est aussi bien vue du point de vue d'un fournisseur de services. Si vous êtes en mode SaaS, si vous êtes opérateur de cloud, si vous archivez ou vous conservez des données, soit les vôtres, soit pour le compte de tiers, vous pouvez aussi bien avoir un intérêt à l'assurance pour protéger vos propres données, c'est-à-dire vous protéger votre propre organisation contre les risques informatiques dématérialisés qui peuvent l'affecter. Et donc, dans le cadre d'une atteinte à ce système, dans ce système, vous aurez vos propres données, si vous êtes une entreprise ou une collectivité publique, et vous pourrez avoir non seulement vos propres données, mais les données des clients qui vous les ont confiées. Et dans la grande soupe d'octets de ces données, dans vos serveurs, dans vos données, dans vos systèmes de stockage, les systèmes ne distinguent pas aussi simplement que ça ce qui est à vous et ce qui est aux autres. Et pourtant, vous avez une responsabilité vis-à-vis de la sécurisation de ces données. Donc le premier thème autour de l'assurabilité des atteintes, c'est protéger sa propre organisation, se protéger soi-même. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de solutions. L'assureur, lui, ce qu'il fait de mieux, c'est de financer un risque, c'est-à-dire de payer quelque chose quand quelque chose se passe. Donc là, Alexandra, tout à l'heure, vous dira qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on peut payer à l'occasion de ces événements-là. Ce qui est important dans cette cartographie des risques, c'est de dire qu'est-ce que je peux attendre en termes de financement. Donc vous voyez des frais de reconstitution, des frais supplémentaires, des frais de décontamination virale, des frais de secours, des dépenses qui sont, elles, consécutives à un événement immatériel, puisque l'on parle bien de cette immatérialité. Le deuxième aspect qui est nouveau, et qui est poussé par la législation, et en particulier la législation sur la protection des données à caractère personnel, c'est qu'il ne vous a pas échappé que depuis 1978, loi informatique et liberté, on a plutôt été dans une situation où vous aviez des obligations de déclaration de vos fichiers, de vos traitements. Eh bien, 35 ans plus tard, on passe dans une deuxième phase de maturité. Maintenant, vous n'avez peut-être de moins en moins de choses à déclarer, mais vous allez avoir de plus en plus de responsabilités. C'est-à-dire que clairement, c'est fini le temps de l'impunité juridique dans le défaut de sécurité. Et sous cet environnement juridique européen et mondial, eh bien, on se trouve face à de plus en plus de procédures réglementaires relatives à des obligations de conformité ou à des obligations de sécurité. Et là aussi, les mécanismes assurantiels sont des mécanismes de prise en charge, de financement de ces situations de compromission, d'atteinte aux données dématérialisées, et corrélativement l'obligation d'y faire face. Et vous voyez, ce n'est plus vraiment un problème de dommage aux données, c'est le financement d'une procédure. Alors cette procédure, elle est vis-à-vis d'autorités administratives, d'autorités de contrôle, et il est essentiel de pouvoir y répondre. Sachant qu'il y a une troisième dimension, qui est la dimension responsabilité civile. C'est-à-dire que, au-delà de votre protection de données, au-delà du financement des procédures, et bien de plus en plus, dans le cadre de la juridicisation de notre monde, eh bien vous pouvez être appelé en responsabilité. Responsabilité à la suite d'une procédure contentieuse ou d'une réclamation d'un tiers liée à l'atteinte à ses droits. Si vous regardez récemment, on en parlait tout à l'heure en aparté, de cette femme qui a découvert sur Google son dossier médical et malheureusement le dossier qui concernait son enfant
et qui n'a pas du tout apprécié cette situation. Et puis quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que les médecins avaient demandé un serveur sécurisé, que l'établissement de santé n'avait pas été en mesure de leur fournir le service, qu'ils avaient été chercher un opérateur externe. L'opérateur externe, on ne lui avait pas tout à fait expliqué que c'était des données de santé. Finalement, personne n'était coupable, mais il va y avoir à l'arrivée des responsables. Donc dans ce contexte-là, il faut prendre en considération non seulement le dommage à ces données, mais les mises en cause de responsabilité. Et c'est une combinatoire. Le monde est ainsi fait que vous pouvez être la victime d'une violation de données et au même titre coupable du défaut de sécurité qui a amené cette violation. Donc on est dans un monde un peu schizophrène où voilà, la même situation vous amène à dire j'ai été victime, et ce à quoi on répond oui, mais vous avez été victime parce que vous êtes coupable du défaut. C'est assez intéressant, je vais voir comment on va sortir de là. Et puis le quatrième point, et je passerai la parole à ce moment-là à Alexandra pour qu'elle vous illustre tout ça, le quatrième point, c'est que de plus en plus dans le cadre de cette mise en cause de responsabilité, la responsabilité pèse sur les mandataires sociaux, sur les dirigeants des entreprises, et qui sont tenus, parce que c'est une fonction, j'allais dire régalienne, ou une fonction majeure de la direction générale, de mettre en place une sécurité de ces données. Ça ne se délègue pas, on n'a pas la possibilité de mettre ça sur la tête du CIL, du correspondant informatique et liberté ou du responsable sécurité. C'est la direction générale qui répond de la sécurité. Et dans ce contexte-là, l'assurance, c'est aussi un moyen de protéger ses dirigeants contre une mise en cause. Les mises en cause, elles peuvent être pénales, là l'assurance ne peut rien faire, mais elles peuvent être aussi administratives. Il y a de plus en plus de pénalités administratives et elles sont assurables dans certaines conditions, et également des intérêts civils. Lorsque vous parlez à un dirigeant, il n'a pas tout à fait souvent la mesure des risques qu'il prend liés à un défaut de sécurité. Donc à travers cette approche très rapide, mais qui est nécessaire pour que vous compreniez qu'il n'y a pas une solution, mais un ensemble de solutions. Je vais passer maintenant la parole à Alexandra Gavaron, qui représente la société Beazley en France, qui opère dans le cadre des syndicats Deloitte. Elle se présentera mieux que je ne le ferai. Je dirais, mais sa modestie devrait-elle en souffrir, que aujourd'hui Beazley a une expérience anglo-saxonne du traitement de ces problématiques, et en particulier autour des cyberattaques et de la protection de la privacy. C'est un angle de vision, mais ce qu'il faut accorder à Beazley, c'est le travail d'adaptation au monde européen et au monde continental de ces expositions au risque, et cette prise en compte globale de l'ensemble de la problématique telle que je vous l'ai exposée. Autrement dit, chez Beazley, vous avez aussi bien des réponses d'assurance de dommages, de responsabilité civile, de responsabilité des mandataires sociaux. Là, ce que Alexandra va vous présenter, c'est un focus sur la problématique de la protection des atteintes aux données dématérialisées face à des cyberattaques. Et on va l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci Jean-Laurent. Donc, comme l'a expliqué... Hop, pardon. Oula. Donc, comme m'a présenté Jean-Laurent, je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Beazley, qui est une compagnie qui travaille à travers les syndicats Deloitte, qui est une compagnie spécialiste, voire même super spécialiste. Car dans cette compagnie, on a des équipes qui ne travaillent par exemple que sur la cybercriminalité et qui n'étudient des sociétés que sous l'angle cybercriminalité. Alors j'ai dit malencontreusement cybercriminalité parce que c'est en fait le mot classique que les Français et que le langage commun utilisent. Mais aux États-Unis, on préfère parler de data breach et nous, on préfère parler de perte de données. Car on se rend compte en fait, et c'est un slide qui vient des dossiers que l'on a pu gérer aux États-Unis l'an dernier. On a géré en effet 450 failles informatiques. Failles en fait, perte de données, et on se rend compte que seulement 23% proviennent de cyberattaques. Le reste, c'est des erreurs humaines, c'est des ordinateurs perdus, des vols de BlackBerry, des emails envoyés à la mauvaise personne. Donc ce qu'on essaye de faire dans notre contrat et qu'on fait en fait dans notre contrat,
c'est qu'on se dit on ne veut pas remplacer un DSI. Le but n'est pas d'être un informaticien. On sait que le DSI mettra en place tous les moyens pour protéger sa société. Cependant, on sait également que tout hacker qui a envie de rentrer dans un système informatique peut rentrer. Et parallèlement à ça, seulement 23% font suite à des attaques de cyber, et le reste, c'est de l'erreur humaine. L'erreur humaine est pour nous quelque chose qui est pris en compte dans le cadre de notre garantie. Et c'est là-dessus que l'on intervient. On intervient pour le risque résiduel. Excusez-moi. On est jeune en France. Je ne vais pas vous cacher que c'est un risque qui est souscrit depuis 1 an et demi en France, mais c'est un risque qui a une maturité aux États-Unis, parce que les Américains sont en avance par rapport aux Européens et notamment aux Français pour la protection des données, puisque les lois américaines datent de plusieurs années. Notre produit Beazley Breach Response a été créé en 2009, mais on souscrit ce type de risque, le risque perte de données, data breach, depuis 2007. Et en écoutant en fait nos assurés, le retour de nos assurés entre 2007 et 2009, on a fait évoluer notre contrat. Et je vais vous le présenter après notre contrat, c'est le contrat qui arrive en France. Ce n'est pas un contrat seulement d'assurance, ce n'est pas un seul produit et simple produit d'assurance, c'est un contrat qui vise à aider également nos assurés dans leur gestion de crise. Je vous expliquerai ça plus lentement. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a eu une progression de plus de 270% entre 2009 et 2012, et qu'autant en 2009, c'était essentiellement les grosses sociétés qui achetaient ce type de produit. Petit à petit, ça s'est démocratisé, évidemment lié à la législation américaine, mais également lié à la prise de conscience des personnes que les données sont de plus en plus volatiles et que c'est devenu un moyen facile d'attaquer la réputation d'une société. Donc je reviens sur le mot réputation. Une réputation peut être détruite en 5 minutes. Elle peut être détruite par des blogs, elle peut être détruite par des emails, elle peut être détruite parce que toutes les informations maintenant courent à une vitesse pas possible. Alors que l'on voit qu'une société qui veut se créer dans le monde, ça ne peut pas se passer en 6 mois, ça a besoin de marketing, ça a besoin de temps pour se faire connaître. Mais en revanche, une information négative sur une société et boum, il y a tout qui tombe. D'où la nécessité de réagir rapidement. Pourquoi on arrive en France? Pourquoi une compagnie anglo-saxonne comme la mienne arrive en France? On arrive en France également, évidemment du fait du contexte législatif qui, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Laurent, est en train de changer. Aujourd'hui, seules les sociétés qui sont attachées à la télécommunication ont une obligation d'informer leurs clients en cas de perte, de vol, ou de suspicion de perte ou de vol de données. Par notification, je veux dire qu'elles sont obligées d'informer leur clientèle que leurs données personnelles ont pu être mises sur, sur la toile du web. Si elles ne le font pas, on peut leur imposer, du moins c'est-à-dire les autorités administratives, la CNIL, peuvent leur imposer une amende, une sanction pécuniaire. Et également, elles sont responsables et donc les clients peuvent se retourner contre la société et demander des dommages et intérêts. La législation est en train d'évoluer et normalement, en 2014, voire dans les mois qui arrivent, toutes les sociétés, peu importe l'activité des sociétés, vont être soumises à cette même obligation. C'est-à-dire qu'elles vont être obligées d'informer leur clientèle, leurs clients, si jamais elles perdent ou qu'il y a une suspicion de perte de données. Les amendes que l'on voit, que l'on entend aujourd'hui sont de l'ordre de 2% du chiffre d'affaires d'une société. Également protéger l'actif principal d'une entreprise. L'actif principal d'une entreprise est la clientèle, donc ses clients, donc ses données. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance qui peut permettre de couvrir ce type d'actifs. Éviter également des conséquences financières importantes et également des conséquences liées pour la réputation de la société. Je lisais récemment un article sur le coût d'un vol d'un PC pour une entreprise. On imagine que le coût d'un vol d'un PC est à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Mais en fait, ça a été estimé, d'après le Ponemon Institute, à 49 000 US$
49 000 US$, parce que oui, il y a la reconstitution ou le rachat de l'ordinateur, mais il y a également les données qui sont dans l'ordinateur, les frais judiciaires et le coût de reconstitution des données, le coût des personnes qui ont travaillé sur cet ordinateur. Et alors, ce qui était également intéressant sur cet article, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser, le coût de l'ordinateur de 49 000 €, comme je l'ai dit, n'est pas le même si c'est un cadre ou c'est un directeur. Et en fait, contrairement à ce que je pensais, le coût d'un ordinateur pour un cadre coûte plus cher à une entreprise que pour un directeur. Et voire même, ils le divisent par deux, parce que les données du cadre sont souvent plus importantes pour le cœur de la société. Alors là, je vais venir directement sur le contrat que l'on a mis en place, le contrat que l'on appelle donc Beazley Breach Response. En fait, la première partie dont je vais parler, c'est le Breach Response Manager, c'est la partie gestion de crise. Quand il y a une suspicion de perte de données ou une perte de données, pour pas que la réputation d'une société soit impactée, il faut réagir le plus rapidement possible. Donc ce que l'on a fait au sein de Beazley, c'est que l'on a une personne qui est la Breach Response Manager, qui est une sorte de chef d'orchestre et qui, elle, va pouvoir identifier les problèmes. Il va y avoir une suspicion de perte de données, un coup de téléphone qui va être donné à notre plateforme que l'on a mis en place à Toulouse, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va référencer en fait le cas du scénario, qui va prendre contact avec cette personne qui s'appelle Sarah, et qui va, Sarah, être le chef d'orchestre pour vous, pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en premier en action. Est-ce qu'il faut faire intervenir des informaticiens pour savoir où est la faille? Est-ce qu'il faut vous mettre en contact avec des juristes pour vous aider à faire face à des réclamations? Est-ce qu'il faut mettre en place déjà un call center parce que les personnes ont déjà leurs données sur la place publique et donc elles vont passer des coups de téléphone en disant qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous de mes données? Donc c'est tout ce service-là, ce service de gestion de crise que l'on met à la disposition de nos assurés en cas de perte ou de suspicion de perte de données. Et après, on a un deuxième volet qui permet de prendre en charge le côté plutôt assurantiel. C'est-à-dire qu'on va couvrir la société sur un volet responsabilité civile, mais également un volet dommages. Donc on va prendre en charge les conséquences pécuniaires qu'une société pourrait être amenée à payer si jamais les clients la mettent en cause pour perte de données, pour transmission de virus, tout ce qui est autour des données des clients. On va prendre également les frais de défense de la dite société. On va prendre en charge les frais de notification. On va prendre en charge les amendes lorsqu'elles sont assurables par les autorités administratives, parce que les autorités, il y a tout un débat sur la possibilité en France de prendre en charge les amendes. Mais les sociétés n'ont généralement pas qu'une situation géographique en France. Qui va savoir quelle législation il faut appliquer ou quelle est aux États-Unis, en Angleterre, etc. On va aider en fait nos clients dans la prise en charge des différentes amendes. On va prendre également en charge les pénalités PCI et toute la partie dommages, c'est-à-dire la reconstitution des données, la perte d'exploitation qu'une société pourrait être amenée à avoir du fait de la perte de données et tout ce qui est cyberextorsion. Donc cyberextorsion, comme son nom l'indique, c'est les hackers qui vont bloquer un système informatique sous réserve de leur donner un montant comme en kidnapping, quoi. Un montant, quoi, une rançon. Ce schéma explique comment fonctionne notre contrat d'assurance. Donc en fait, en rose, c'est vraiment toute la partie assurantielle, responsabilité civile, tout ce qui est dommage, tout ce qui est vraiment la garantie, assurance. Et tout ce qui est en gris, c'est tout ce qui est gestion de crise et ce que l'on doit mettre en place immédiatement. Pourquoi on l'a séparé? Parce qu'en fait, notre montant de garantie, on s'est rendu compte de la telle importance de la partie grise que on l'a déconnecté volontairement de la partie rose. Si la partie grise est faite dans les 24 heures le plus rapidement possible, la partie rose en sera protégée. C'est-à-dire que les clients auront moins tendance à faire des réclamations contre la société. Les clients seront plus conscients que leur société, du moins la société avec laquelle ils ont eu des problèmes, a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs données personnelles. Donc on a même séparé
séparé les montants de garantie et on dit qu'on peut prendre en charge les données de personnes allant jusqu'à 5 millions de personnes. C'est un autre schéma qui montre comment fonctionne en fait la gestion de crise au sein de notre compagnie. Donc il y a une découverte d'un incident, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre contact avec un call center qui fonctionne 24 heures sur 24. Le call center va prendre contact avec Sarah, donc qui va être notre chef d'orchestre, et qui, elle, va voir s'il faut contacter les sociétés informatiques qui vont aller sur place pour se rendre compte si oui, il y a une faille, où elle est la faille, depuis quand y a-t-il cette faille, qui va la mettre en contact, si nécessaire, avec les conseillers juridiques, avec les sociétés de notification, également avec des sociétés qui vont manager tout ce qui est relations publiques, qui vont manager la relation avec les journaux si nécessaire. Là, c'est également un autre slide, et ça sera mon dernier, qui explique comment le transfert de crise est fait à l'assureur et qu'est-ce que nous, on prend en charge. En fait, à partir du moment où il y a la faille, suspicion de faille, j'aime bien préciser également le mot suspicion parce qu'on n'attend pas qu'il y ait une réclamation de personne, c'est vraiment si on sait que une personne a perdu un ordinateur, on a eu un cas comme ça, une directrice de ressources humaines qui a perdu son ordinateur et qui avait les coordonnées de 10 000 employés à travers le monde. Donc elle ne sait pas ce qu'elle en a fait de son ordinateur, mais on a quand même pris en charge l'envoi aux 10 000 personnes, les notifications aux 10 000 personnes, la gestion de crise pour la société. Mais je crois que c'est tout. Avant les questions, je voudrais rebondir sur un point. Vous avez bien compris aujourd'hui que quand on parle de financement du risque, on est à la fois dans une vision assurantielle, c'est-à-dire faire un chèque à l'ordre de l'assuré ou à l'ordre du lésé, mais il y a également toute cette partie assistance, gestion en amont. En clair, c'est à la fois, je vais dire presque comme certains assisteurs, et on va vous chercher au fin fond de l'Himalaya et on paye vos frais de santé. Si on a une vision uniquement, je paye vos frais de santé, on espère que vous allez vous faire traiter correctement au fin fond de l'Himalaya, mais je pense que quand on regarde objectivement le bon état de santé à la sortie d'une situation, c'est plutôt d'aller vous chercher, de vous accompagner et de financer le risque. Et cette dimension, elle était extrêmement importante. Alors elle est extrêmement importante, on est ici dans un salon qui traite de données dématérialisées, on a deux types de situations. On a, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes votre acteur de vos données, vous êtes une entreprise, une collectivité publique, vous gérez des données, et donc de ce point de vue-là, votre risque, c'est le dommage à ces données et l'exposition à la responsabilité vis-à-vis de tiers. Mais vous pouvez aussi avoir, et on le voit de plus en plus parmi les offres qu'on a pu voir ici, que les fournisseurs fournissent de plus en plus de services pour le compte d'eux. Ils sont hébergeurs, ils sont en mode SaaS, ils gèrent aussi bien leurs propres données que les données des clients. Et que dans ce contexte-là, que ce soit ces données à soi, ou que ce soit les données du client, et c'est ce que je voulais signaler, c'est que quoi qu'il arrive, il va bien falloir que quelqu'un gère la crise. Et que cette phase d'assistance en amont, elle peut aussi bien être prise en compte par l'entreprise qui gère ces données, que par le fournisseur qui gère les données pour le compte de tiers. Parce qu'on a tendance à dire, je suis une entreprise, j'externalise mes données ou j'externalise en mode SaaS l'utilisation des outils et je suis plus responsable de rien. Non, c'est faux. Du point de vue juridique, on reste responsable de la sécurité de ces données, quel que soit son mode opératoire interne ou externe. Et on peut se dire aussi, je suis offreur, j'ai un contrat qui dit je ne m'engagerai pas plus de X centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts.
Oui, peut-être, mais en tout cas, ça ne génère pas de la confiance vis-à-vis du client à qui vous confiez les données. Et c'est pour ça qu'on voit que, par exemple, les grands opérateurs de cloud sont plutôt des opérateurs qui ont une grande capacité, entre guillemets, financière, où on parlait de transmission de données ou de conservation des données. Il y en a qui se sentent peut-être plus à l'aise de les confier à l'imprimerie nationale qu'à les confier à tel ou tel petit opérateur. Pourtant, qui nous dit que le risque n'est pas le même? Quelles sont les qualités? La différence, elle est la capacité financière à faire face à la gestion de crise. Et donc, c'est ce point-là sur lequel je voudrais insister, c'est que on a là, avec ces mécanismes de financement du risque, des mécanismes d'assurance, un élément aussi de mise à disposition de capacité de réaction et de capacité financière qui ne fonctionne finalement que quand on en a besoin, et que de ce point de vue-là, ça permet de renforcer la confiance qu'on peut avoir dans les dispositifs, et c'est toute la volonté de la FEDISA d'apporter cette confiance et le développement dans les cadres de l'économie numérique. Il n'y a pas de question, donc on a été très clair. En tout cas, on l'espère. Juste en complément à ce que vient de dire Jean-Laurent, il faut être très très prudent effectivement dans le cadre de la démat, dans la mesure où dans beaucoup de cas, on a intérêt à faire appel à des tiers, en particulier lorsqu'il s'agit d'archivage électronique par exemple. Et c'est pas parce que vous confiez vos données à un tiers que vous n'en êtes plus responsable. J'ai des exemples, en particulier au niveau des factures. C'est pas parce que vous donnez vos factures à un tiers que le jour où le fisc vient, si le tiers n'est pas capable de vous restituer vos factures, vous direz au fisc ah ben je peux pas, c'est pas de ma faute. Le fisc il connaît que vous. Donc c'est vous qui effectivement prenez une énorme responsabilité si vous prenez pas garde vis-à-vis du tiers avec qui vous traitez en cas de sinistre. Et un simple contrat ne suffit pas. Là, c'est également très très important de faire ces vérifications. Un simple contrat commercial, si juridiquement il peut être parfait, le jour où il y a effectivement un problème, si le tiers n'a pas la solidité financière qui vient d'être évoquée par Jean-Laurent, la seule chose que vous pourrez faire, c'est faire exploser le tiers en question, mais vous ne récupérerez jamais votre préjudice. C'est ce que j'appelle mourir dans ses droits en fait. Vous aurez un très bon contrat, mais qui ne vous servira pas à grand chose au final. Donc il faut être extrêmement prudent. Et ça amène en fait, je dirais, des arguments supplémentaires quant au fait que tous ces projets de démat doivent être traités véritablement de façon pluridisciplinaire. Ce ne sont pas que des projets techniques, que des projets juridiques, que des projets risqués et assurantiels. C'est vraiment un travail en commun et on n'insistera jamais assez là-dessus. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Bon, bah écoutez, je vais considérer que c'était une conclusion et merci pour votre attention.